Du coup, il y a une espèce d'affolement général des chancelleries européennes pour aller vers l'armement. On nous a expliqué que maintenant, ça y est, c'était l'ère de l'économie de guerre. Bon, ce narratif-là, visiblement, une grande partie des médias l'ont épousé. Et là, en l'occurrence, ce sujet dont je vous parle de BFM, eh ben, c'est-à-dire que pendant que les gens vivent leur vie, ils ont une télé qui leur martèle quand même l'idée que il faut qu'on soit prêt à la guerre. En fait, on nous prépare mentalement à la guerre. L'imaginaire qui est diffusé sur les plateaux télé depuis 2 semaines, il est en grande partie martial, en grande partie militariste. Et on a des images de conflits armés et des images d'uniformes et de questions militaires en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant... déjà, personne ne nie que la question de défense est importante et qu'on doit pouvoir en débattre. Hein. Je suis en train de vous dire, c'est pas le sujet. Il y a un sujet défense, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le problème, c'est... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le narratif qui est en train de s'imposer dans les médias, c'est-à-dire de nous préparer mentalement à la guerre contre la Russie, sachant que nous n'avons pas déclaré la guerre à la Russie, et la Russie n'a pas déclaré la guerre à la France. Donc déjà, calmons-nous. Là, l'affolement et la course à l'armement des chancelleries européennes, c'est d'abord parce qu'il y a eu cette volte-face pardon, de Donald Trump par rapport à Kiev. Il y a eu d'abord l'idée de se substituer aux aides américaines et donc d'avoir un budget d'économie de soutien à la guerre en Ukraine, en réalité pas d'économie de guerre mais d'économie de soutien à l'Ukraine dans sa guerre. Pour le coup, les aides américaines ont été redégelées puisque visiblement Kiev semble accepter le cessez-le-feu tel que les Américains l'ont proposé. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de dire on peut plus faire confiance aux Américains, donc il faut être capable d'avoir notre propre défense, dans un premier temps pour aider l'Ukraine qui a l'urgence, puis dans un second temps pour avoir une capacité de défense européenne ou à l'échelle des États-nations, mais en tout cas qui ne serait pas totalement tributaire de la défense américaine, notamment dans le cadre de l'OTAN. Bon, c'est le contexte. Là, ça se transforme dans nos médias en OK, maintenant, nouvelle ère, économie de guerre. Et donc, on a des images et des sujets qui sont totalement dans ce narratif-là, de nous préparer mentalement à la guerre. Je suis désolé, quand vous allez boire un verre le vendredi soir, non pas que j'en fasse un cas personnel, hein, mais je pense qu'il y a des milliers de bars en France, des milliers de lieux en France qui passent en boucle les chaînes d'infos. Et j'ai mis BFM, mais j'aurais pu mettre France Info, j'aurais pu mettre CNews évidemment. Quoique CNews, ils ont un narratif un peu plus pro-russe, c'est un peu différent, mais peu importe. En tout cas, on est assailli d'images qui nous conditionnent en partie à nous dire ok, maintenant nous sommes en guerre, comme dirait Manu, mais il parlait pas évidemment de la guerre en Ukraine à l'époque. Quelqu'un nous dit c'est hyper pro-armé, Wise Ward nous dit ça. Ouais, tout à fait en fait. En fait, c'est une image là pour pouvoir. En fait, c'est simple. Pour pouvoir tourner ces images-là, c'est-à-dire suivre une opération de l'armée en situation, il faut avoir accès. Il faut que l'armée accepte en fait. Parce que l'armée, évidemment, tu ne pointes pas avec une caméra sur un terrain d'opération, fût-elle simplement un entraînement. Donc, eh bien, on a quand même voilà, on a eu des autorisations de l'armée. Donc, c'est forcément un espèce de public reportage en fait en faveur de l'armée. Quand même la suite du sujet se pose la question justement de l'armée, de son efficacité, sa préparation, etc. Mais bref, voilà. Donc, ça c'est le contexte. Là-dessus, je voudrais vous conseiller, on va pas se lire tout le sujet entre nous là parce que ça va être très long, mais je vous conseille un très bon papier pour le coup de Acrimed qui est sorti vendredi 14 mars par Pauline Pernaud qui s'appelle Pension munitions, la fabrique du consentement à l'effort de guerre. Donc là, c'est pas tant sur le consentement à la guerre que les sacrifices qui vont, et c'est de ça que je voulais surtout parler aujourd'hui, les sacrifices que ça implique, évidemment. Donc en fait, c'est rogner sur le modèle social, notamment sur la question des retraites, et c'est là sur quoi je veux m'arrêter aujourd'hui. Mais voilà, je vous conseille de lire tout ce papier parce qu'ils font un inventaire assez exhaustif de toutes les éditos papier, de toutes les prises de parole télévisuelles, etc., qui sont allées dans ce sens-là, de dire, non mais là, maintenant, c'est la guerre, donc en fait, c'est un espèce de quoi qu'il en coûte renversé. C'est maintenant, toute l'économie doit être au service de la défense. C'est la priorité. Et donc, il va falloir déprioriser des choses, faire des sacrifices. Et évidemment, les sacrifices qui sont faits, c'est pas les sacrifices de gauche, quoi. C'est pas, évidemment, les sacrifices, ce sont les choses qui ne sont déjà pas prioritaires dans le logiciel macroniste et de droite, c'est-à-dire le social et l'écologie. Et notamment sur la question sociale, c'est là où ça a cristallisé le débat ces derniers jours, c'est sur la question des retraites. Alors on va écouter une série d'interventions de politiques qui est donc, encore une fois, n'oubliez pas qu'ils évoluent dans ce contexte
où la plupart des médias ont de toute façon accepté, gobé, digéré et relayé le narratif de c'est la guerre, donc on déconne plus, et tout est à lire au prisme de l'urgence de la guerre, à préparer. D'accord? Eh bien, dans ce contexte-là, on a donc vu une série de prises de parole. On va commencer par Éric Lombard, qui est le ministre de l'économie, pardon. Eh bien, Éric Lombard, lui, donc, c'était le 14 mars, lui, il commence timide, mais écoutons-le quand même. Cet effort collectif, je cite vos mots, il faudra sans doute travailler plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce n'est pas le moment de parler de la réforme des retraites? En gros, on reste à 64 ans au minimum. Est-ce que vous pouvez nous dire clairement les choses là-dessus? On voit bien que la situation est très nouvelle et va nous imposer de réfléchir collectivement à notre modèle et pour intégrer les charges de la défense dans un budget déjà très contraint. Moi, je pense que la solution pour ça, c'est le dialogue. Et on va dialoguer avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Mais est-ce qu'on peut revenir à 62 ans? La question, elle est un peu simple, pardon. La première réponse à ça, pour ça que je parle de travailler plus, déjà, si les jeunes étaient plus dans l'emploi, ils le souhaitent. Si les seniors étaient plus dans l'emploi, on aurait résolu une bonne partie de nos questions de déficit. Les autres solutions relèvent du dialogue avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec les Français, et dans la préparation du budget 2026, parce que... Voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. Alors juste, toujours, quand on regarde un extrait, vous savez qu'on le fait souvent ici à ce micro, quand on regarde un extrait d'une interview, toujours regarder l'habillage, le cadrage et le bandeau surtout. Le bandeau, là, c'est économie de guerre. Alors, ils mettent des guillemets, ils sont sympas. Pardon. Économie de guerre, par quels moyens? Donc, en gros, c'est pas débattons du terme d'économie de guerre. Est-ce qu'on peut discuter de ce sujet-là? Est-ce qu'on est vraiment en économie de guerre? Est-ce qu'on est en guerre? Bref, c'est ça, ce n'est pas une question. La question, c'est OK, économie de guerre, on a accepté. Comment on fait? On est déjà dans l'après. Il n'y a pas de débat sur le terme économie de guerre. Ça, c'est le cadrage de France 2, donc du service public, en télématin. Lombard, il dit quoi? Il dit que déjà, il faut travailler plus, ce qui déjà donne un peu le cap, déjà. Au nom de la production, la hausse des dépenses de défense impliquées par la situation internationale, eh bien, on va devoir faire des efforts, bien sûr, et ces efforts, c'est travailler plus. Néanmoins, Éric Lombard, il prend des précautions, il nous explique que ce sont aux partenaires sociaux de réfléchir à cette question et notamment à la question des retraites. Il dit ça, c'est par hasard, puisque comme vous le savez, depuis quelques semaines, il y a ce qu'on appelle le conclave des retraites, c'est un terme un peu médiatique, mais il y a en gros les syndicats, donc le Euro, CGT, CFDT, etc., les partenaires, ce qu'on appelle les partenaires sociaux, avec le MEDEF, qui négocient pour rediscuter de la réforme des retraites, ce qui est déjà une chose nouvelle, puisque jusqu'à présent, la réforme des retraites était un espèce de tabou non négociable pour la Macronie. Là, il y a au moins discussion, c'est ce qu'avait promis François Bayrou. Bon, pour l'instant, ça n'avance pas beaucoup, mais on va y revenir justement, notamment à cause du contexte. Mais Éric Lombard, il prend des précautions, il dit « Moi, je pense qu'il faut travailler plus, mais je laisse les partenaires sociaux négocier. » Bon, ok, admettons. Sauf que François Bayrou, le surlendemain, donc 16 mars, je crois que c'était dimanche si je ne me trompe pas, François Bayrou, il dit quoi? Vous me posez des questions sur la conférence qui a lieu sur les retraites, en indiquant qu'il y a des voix qui s'opposent et qui disent que c'est hors sol. C'est ce que vous avez dit. Je reprends votre question. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je suis déterminé à défendre l'idée que nous avons besoin des corps intermédiaires. Il n'y a plus de corps intermédiaire. Tout se passe comme si, c'est-à-dire une idée... Alors, je fais pause, parce que là, c'est important. Bon, déjà, toujours pareil, habillage, vous avez vu le bandeau, je vous refais pas la leçon. Là, il dit, nous avons besoin des corps intermédiaires. Mais attendez la chute, c'est à la fin que ça se joue. Qui vient de la Révolution, comme s'il n'y avait que le sommet et une base indifférenciée. Or, la conception de la société qui est la mienne, celle qui aurait permis, j'en suis sûr, d'éviter beaucoup d'erreurs, c'est celle au contraire d'une société qui participe aux décisions. On va avoir des temps difficiles, vous l'avez dit. On va avoir des exigences qui vont être des exigences de contribution, de travail. Eh bien, il faut qu'on en discute. Il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Voilà, on aurait commencé par cette question, ça aurait été plus rapide.
Donc là, en gros, le Premier ministre, pardon, nous explique que, oui, nous avons des partenaires sociaux qui négocient, c'est très bien parce qu'on a besoin de partenaires sociaux. On a trop longtemps méprisé les partenaires sociaux et les corps intermédiaires. Ça, c'est presque une balle déguisée pour Macron, parce qu'effectivement, le macronisme s'est caractérisé par son mépris souverain des corps intermédiaires, que ce soit d'ailleurs les syndicats, les associations, voire même les partis politiques. Et bien voilà que François Bayrou nous explique que lui, il trouve ça super, les partenaires. C'est lui qui a voulu initier aussi ce conclave. Et bien, maintenant, sauf qu'à la fin, il nous explique non, mais les 62 ans, par contre, faut pas déconner. Donc en gros, là, ce qu'on nous explique, c'est que les partenaires sociaux, c'est très bien, mais par contre, il est hors de question que l'option de revenir à la réforme des retraites initiale, enfin revenir à l'état initial avant la réforme des retraites de 2023, eh bien, c'est hors de question. Donc, c'est bien de dire qu'on adore les partenaires sociaux, mais si tu fixes un cadre de débat où l'option qui est défendue par les syndicats n'est pas sur la table, tu vas négocier pas grand-chose. Et comme nous dit Studio Dodu dans le chat, prenez l'argent là où il est une bonne fois pour toutes. Effectivement, je note, mais vous l'avez tous noté, que les options privilégiées pour financer cet effort de défense, eh bien, c'est dans la poche des plus précaires. C'est encore faire travailler plus les Français. On n'a pas d'option de taxe spéciale sur les super profits qui serait réorientée vers les dépenses militaires, de taxes sur les entreprises. Tout ça n'a pas été envisagé. Bien sûr, d'ailleurs, la première chose qu'ils ont dit quand ils ont parlé d'efforts de guerre, c'est on ne touchera pas aux impôts. Les impôts, le fameux tabou de la Macronie, on n'augmentera pas les impôts. Et ne pas augmenter les impôts, c'est-à-dire ne pas vouloir faire plus de justice sociale. Parce qu'on dit impôt, comme c'est toujours un mot qui fait un peu peur, parce que personne n'a envie de payer ses impôts, c'est toujours chiant pour tout le monde de remplir sa fiche d'impôt. Mais les impôts, c'est la redistribution, c'est la justice sociale. Donc refuser d'augmenter les impôts, c'est juste refuser d'avoir une économie de justice sociale. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette économie? Est-ce qu'on l'utilise pour augmenter les dépenses de militaires ou pas? Ça, c'est une question. Mais on voit bien qu'encore une fois, l'option fiscale est rejetée par les macronistes qui préfèrent faire travailler plus les Français et remettre sur la table la question des retraites, non pas pour revenir sur la réforme, mais pour potentiellement l'aggraver. Puisque là, on a Bayrou qui nous explique on reste à 64. Mais qui dit mieux? Parce que là, c'est la course à la surenchère. On va aller du côté de CNews. C'était hier. CNews, Édouard Philippe, le matin, chez Sonia Mabrouk sur CNews et Europe 1. Et Édouard Philippe, lui, il va plus loin. Est-ce qu'il faut assumer une retraite jusqu'à 65, 67 ans? Est-ce que vous l'assumerez en campagne? Non seulement je l'assume ce matin sur CNews et sur Europe 1, mais je le dis depuis longtemps. Je dis que compte tenu de l'évolution démographique de notre pays, compte tenu du fait que, et c'est tant mieux, nous vivons de plus en plus longtemps et qu'il y a de plus en plus d'inactifs, et de moins en moins relativement d'actifs, notre système par répartition arrive au bout de son efficacité, au bout même de sa crédibilité, et que donc il faut modifier notre système social. Et puis je dis par ailleurs quelque chose qui me paraît évident, mais qui est contesté, et après tout, c'est très bien, quelque chose dont je suis convaincu, c'est que si nous voulons défendre à la fois notre prospérité et notre sécurité, alors il va falloir qu'on travaille plus, parfois plus dans la semaine, parfois plus dans l'année, parfois plus en fonction de l'âge qu'on a. J'ai toujours été fasciné qu'on estime qu'on pourrait travailler autant à 30 ans qu'à 64 ans. La vérité, c'est que vous avez, dans les périodes de la vie, en fonction de vos choix personnels, en fonction de votre situation même de santé, des moments où vous pouvez, le cas échéant, travailler plus. Et ce que je vous dis là, c'est pas l'expression de la droite libérale abominable. La CFDT a toujours été très ouverte sur cette idée. Donc travailler plus dans la semaine, travailler plus dans l'année, et en effet, travailler plus tout au long de la vie. C'est ce que font, Madame Mabrouk, tous les pays d'Europe. Mais ça provoque des crispations, des cris d'orfraie dans notre pays. De droite ou de gauche. S'ils le font tous à droite ou à gauche, ce n'est pas parce qu'ils veulent nous ennuyer, c'est parce qu'ils ont considéré que c'était la seule façon de préserver ce qu'ils étaient. Eh bien, moi, je dis aux Français, c'est peut-être pas agréable à entendre. C'est pas populaire, surtout. Et oui, mais je le dis parce que je le pense. Et vous aimez. Et je le dis depuis longtemps. Et vous le direz encore longtemps en campagne. Pourquoi voudriez-vous que je change 2020? Parce que pour certaines raisons, on peut parfois, vous connaissez des gens qui disent des choses qui sont populaires alors qu'ils ne le croient pas? Vous non? Écoutez, voilà, moi je dis qu'il faut travailler plus. Voilà. Donc Édouard Philippe, qui a le mérite de la cohérence, puisque c'est pas la première fois qui parle de 67 ans. 65 ou de 67. Et là, en plus, là, vous avez compris qu'il nous parle de l'âge de la retraite, mais qu'il nous parle aussi de faire péter potentiellement les 35 heures, puis qu'il parle de la durée de travail hebdomadaire, et également de parler peut-être de nous rogner des vacances, puisqu'il dit travailler plus dans l'année, donc ça veut dire qu'on aurait peut-être trop de congés, je suppose, c'est comme ça que je le comprends. Bref, donc ça c'est Édouard Philippe.
Et pour aller au bout du truc, alors il y a aussi, je vous l'ai pas mis, mais il y a Darmanin qui lui nous remet sur la table la question de la retraite par capitalisation. Voilà, au passage. Et alors tiens, pour vraiment terminer, on va aller regarder la une du magazine libéral, du journal pardon libéral, du quotidien libéral. L'Opinion, c'était la une du c'était le 8 mars, donc c'était il y a même 2 semaines maintenant, mais je peux quand même vous la mettre parce que ça me paraît quand même, utile. 70 ans, voilà. Donc c'était l'une de l'Opinion. Donc l'Opinion, c'est ce journal, hein, si vous ne connaissez pas, c'est un des quotidiens nationaux un des quotidiens nationaux français, et c'est un journal libéral qui globalement parle globalement au patron. Enfin, c'est une presse qui s'adresse presse plutôt patronale. Pour le coup, ça c'est assumé, et donc qui propose, eh bien, la retraite à 70 ans en prenant comme exemple la Danemark Attitude, voilà, les options prises par le Danemark qui réfléchit à cette borne d'âge. Je vous fais pas la lecture du papier, c'est juste pour vous montrer que la discussion, et c'est ce que raconte Acrimed d'ailleurs, Acrimed raconte comment dans les médias, en fait, maintenant, on a des ballons d'essai qui sont lancés comme ça. On lance 67, on lance 70, on lance aussi la question de est-ce qu'il faut prendre l'épargne des Français, etc. Et donc tout ça, eh bien évidemment, ça contribue à un environnement qui est en train d'essayer d'imposer dans les esprits l'idée que les gars, de toute façon, c'est la guerre, donc le débat n'est plus possible sur le modèle social. C'est juste maintenant, c'est où est-ce qu'on fait les efforts. C'est la seule question qui est débattable. C'est pas et les efforts, évidemment, ils seront demandés aux plus pauvres. Évidemment, je pense qu'on ne mesure pas la violence que ça. Enfin, je pense que dans le chat, vous le mesurez parce que vous l'avez déjà vécu. Mais la violence qu'on a ressentie tous pendant le débat sur la réforme des retraites à 64 ans, qui est passé de force à l'Assemblée nationale. Ce débat, ils avaient contre eux 60% ou entre 60 et 70% de la population en fonction des sondages. Mais ça n'a jamais été majoritaire dans l'opinion, la question des retraites. S'il y avait un référendum, ce serait déjà réglé, enterré, et on n'en parlerait plus. Enfin, on parlerait peut-être d'une autre réforme, on parlerait d'autre chose. En tout cas, il n'y aurait pas de 64 ans. Ils avaient avec eux le Parlement, contre eux, le Parlement, et ce qui a d'ailleurs fini par donner des 49-3 pour passer le texte en force. Ils avaient contre les syndicats, l'intersyndicale qui était unie comme rarement une intersyndicale a été réunie en France. Et ils ont quand même passé de force ce texte qui a été vécu comme une violence inouïe, notamment par les plus fragiles, qui sont déjà cassés à 40 ans, 50 ans en fonction des travaux pénibles qu'ils font, et qui ont vécu ça et comme un déni démocratique, et donc une violence démocratique, et comme une violence presque physique, parce que ça les renvoyait à la pénibilité de leur travail, qui était complètement ignorée par des cols blancs complètement hors sol dans les ministères. Imaginez pour ces gens-là, qui s'en remettent à peine de cette séquence politique, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans, qui maintenant on leur explique que c'est 67, voire, en lisant l'Opinion, 70. Imaginez la violence. Et tout ça est justifié par un environnement médiatique qui vous rappelle que, ouais, mais c'est la guerre, les gars. Je vais vous montrer, pour terminer cette séquence, je vais vous montrer le medley qu'a fait Acrimed sur cette fameuse fabrique du consentement à rogner sur le modèle social au nom de l'effort de guerre. Ils ont fait un medley qui est assez édifiant et je pense qu'on peut se le regarder entièrement. Priorité, s'armer. Après les mots d'Emmanuel Macron hier sur la menace russe, il faut passer la vitesse supérieure, produire des armes. La patrie a besoin de votre engagement. Voilà exactement ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son appel à la mobilisation. Et la France, qui a eu les plus grandes difficultés à boucler son budget il y a quelques semaines, doit désormais trouver 40 milliards d'euros supplémentaires pour financer son effort en matière de défense. Comment récupérer tout cet argent? C'est évidemment la sécurité sociale. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, on a 460, c'est santé retraite. C'est quoi la différence entre la France et les autres pays? C'est là. Donc c'est évidemment là qu'on va aller chercher des économies de dépenses. Donc imaginez qu'on va ramener l'âge de la retraite à 63 ou 62 ans, ça paraît difficile à croire. Piste privilégiée par le gouvernement, faire travailler plus les Français. Pour y parvenir, première solution, partir plus tard à la retraite. Et potentiellement, ça peut être assez douloureux. C'est la réforme des retraites. Bon, il faut oublier le conclave. On ne veut même plus en entendre parler. Ça va être le moment de travailler plus. Alors, c'est pas foncièrement augmenter les impôts, mais donc ça peut être une piste effectivement de réflexion. Faudra-t-il choisir entre les canons et les allocations? C'est vrai, oui, en partie. Regardez Dimitri, comme nous sommes encore englués dans le caprice d'un débat d'arrière-garde pour un retour sur la réforme des retraites. Déjà, le conclave là sur les retraites, avec toutes les histoires de on va revenir sur la réforme, etc.,
on oublie, on ferme. Je me suis posé la question si c'était pas un petit peu devenu lunaire, hors sol, ce débat sur l'âge légal qu'on veut faire revenir à 63 ou 62 ans. Non, mais lunaire, le mot est faible. Je considérais que c'était irresponsable avant les événements de ces dernières semaines. Oui, mais là, c'est vrai je pense que c'est même plus irresponsable, en fait. Je pense que c'est complètement anachronique. Revenir à un âge de départ de retraite de 62 ans, si on risque de se prendre un missile sur la tête, le calcul, y compris pour les salariés, n'est pas le bon. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt inquiéter un petit peu inquiéter les Français, effectivement, pour justement préparer une forme d'acceptation des sacrifices nécessaires. Autre possibilité, travailler un jour de plus par an. Supprimer un jour férié rapporte à l'État 2 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous? Si c'est pour contribuer à la sécurité de l'Europe, pourquoi pas? Je considère tout à fait normal que nous fassions tous un effort pour travailler un peu plus. En 1940, souvenez-vous, Churchill n'avait à offrir à son peuple que du sang et des larmes. Ça, c'était Churchill. En 2025, dans sa besace, Emmanuel Macron, lui, n'a guère que des choix difficiles et puis des réformes courageuses. Ce sont des choix, des sacrifices que les Français devraient faire. Et on sait très bien qu'on a une contradiction entre notre modèle social généreux, confortable, solidaire, adapté à la paix et la nécessité d'aller vers un effort de guerre, une économie de guerre. On sait qu'il sera nécessaire d'affecter à la défense des fonds jusqu'ici alloués à d'autres secteurs, en particulier aux dépenses sociales. Pour faire monter la dépense de défense au-delà de 3%, il faut faire des économies et surtout des économies sur les dépenses sociales. Et dépenser moins, ça veut aussi dire faire des économies, cette fois-ci dans les collectivités locales, pas que la sécurité sociale, la troisième fonction publique. Ça veut dire qu'on arrête de recruter et qu'on arrête de remplacer les départs en retraite. Depuis 1990, nous avons dirigé les dividendes de la paix vers le social. Nous voilà rattrapés par notre angélisme. On a vu aujourd'hui les Anglais qui veulent monter à 2,5. Ils ont dit, nous, on supprime tout simplement la politique du développement, les aides sociales. Ça veut dire qu'il faut s'attendre aussi à avoir un choc comme ça, c'est-à-dire aide sociale, environnementale, culture. Les débats danois et travailler jusqu'à 70 ans doivent nous inspirer, nous Français. Vraiment d'un mot, on doit s'inspirer de ça. Ça veut dire changer de modèle social, Pauline, tout simplement. C'est un peu d'ailleurs le pavé dans la mare qu'a lancé le patron de BPI France à la Banque publique d'investissement. Il a dit on n'a plus les moyens aujourd'hui de financer une société de loisirs pour les jeunes. Là, c'est juste énorme. Je fais une pause quand même. Cette courbe qui montre, regardez notre budget social. Il est énorme, mais il écrase complètement notre budget de défense. On est désarmé parce qu'on a la Sécu, on est désarmé parce qu'on paye des retraites. C'est ça qui nous explique ce graphique, et le narratif de BFM et le cadrage. C'est ça qu'ils sont en train de nous raconter. Retraités. Pour tout vous dire, il a raison. Mais franchement, écoutez, il faut arrêter d'expliquer aux gens que ce cocon de prestations, d'aide, de cocooning de l'État est la norme, est une chose normale. Donc, j'en ai assez du pleurnichage, en réalité. Comme dit Nicolas Dufour, on ne peut pas se payer tous les Himalayas en même temps. C'est le moment de se souvenir de la phrase de Thucydide, il faut choisir, se reposer ou être libre. Voilà, je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'était quand même plutôt efficace comme medley de Acrimel, ils ont vraiment bien bossé. Et puis ça a le mérite de brosser large, quoi. Enfin, de brasser large, pardon. Puisqu'on a à la fois on a du service public, parce qu'on a quand même pas mal France Info, tout à l'heure on a vu France 2, on a BFM, on a CNews, on a Sud Radio, bref, on a à peu près tout l'écosystème des plateaux télé. Enfin, il n'y en a pas un qui échappe à la règle, qui nous explique deux concerts, voilà, c'est le fameux pluralisme, hein. Tous les plateaux télé disent la même chose, unanimisme sur la question de c'est la guerre, et donc unanimisme sur la question de il faut se serrer la ceinture, faire des efforts, et ces efforts passent uniquement par le sacrifice des prestations sociales au sens très large, y compris de notre système de retraite. Donc ouais, je vois évidemment que vous réagissez fortement dans le chat, ça donne la haine, on dit Clipford, les leçons des bourgeois, je vois que plusieurs nous parlent de ça, ça vous énerve de bon matin et vous avez bien raison. La guerre, excuse pour détruire le modèle social, nous dit Bakwa Macno. Exactement, c'est tout le point que je voulais aborder ce matin. Et donc, résultat, juste pour terminer la séquence, résultat, c'est que le conclave, évidemment, les syndicats ont bien vu que c'était un peu mort. De toute façon, à partir du moment où François Bayrou a dit les 62 ans, c'est plus possible, donc fermer en fait la fenêtre de négociation, eh bien, c'était mort. La CGT hier parlait de fait de quitter le conclave, et ce matin, c'était Marie-Lise Léon de la CFDT, on va l'écouter, qui
elle aussi a annoncé qu'elle quitterait le conclave dans ces conditions-là pour faire autre chose, reprendre des négociations, mais dans un cadre différent, puisque ce cadre-là est enterré par François Bayrou. Et donc, voilà ce qu'elle dit. Aujourd'hui, il dit que l'économie de guerre rend dérisoire le débat sur les retraites. C'est quand même... Là, oui, c'est Evelyne de Malherbe qui rappelle juste ce que disait le président du COR, donc le Conseil d'orientation des retraites, qui dit que le débat est dérisoire sur les 62 ans. Non, ça sort pas de son chapeau. C'est pour ça que je suis pas sûre que la déclaration qu'il a faite dans l'émission dimanche, elle soit complètement spontanée. Je pense qu'il y a... vous ne croyez non, mais j'y pas crois pas à une la... seconde. Quand vous avez cet alignement de planètes et de responsables qui nous disent qu'ils font des attaques en règle sur le modèle social, dont le président du corps, qui sort totalement de son rôle en expliquant qu'il parle aussi en tant qu'économiste. Moi, j'aime pas le mélange des genres. Il y a un devoir de réserve du président du corps. Et je pense que c'est quand même un peu nous prendre pour des imbéciles que de considérer que tout ça, c'est spontané. Donc, il y a ni spontanéité, ni maladresse. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est délibéré. Il y a une stratégie de dire il va falloir faire des efforts, il va falloir se serrer la ceinture, il va falloir faire... et on va taper sur le modèle social parce qu'on ne veut pas augmenter les impôts. Et en même temps, Pardon. Voilà. Une question qui lie guerre en Ukraine et retraite. Question de Jean-Philippe, 57 ans, d'Uzès. Avant ces... Voilà. Bref, on ne refait pas tout le reste. Donc voilà, le conclave qui se termine en autre boudin. Pas qu'on avait des grands espoirs sur les capacités de la Macronie à accepter des négociations qui tendraient vers les 62 ans si jamais ça avait abouti. Mais de toute façon, il y a la guerre, donc c'est mort. Bon, vous avez vu le medley, hein, vous avez vu tout ce qu'on nous martèle. En gros, c'est fini. En fait, on a un modèle social un peu de bisounours qui est basé sur l'idée qu'on est en paix. Et là, c'est fini la paix. Sauf qu'encore une fois, la France n'a pas déclaré la guerre à la Russie. On est bien d'accord. Il n'y a pas de guerre. Encore, il n'y a pas de déclaration de guerre avec la Russie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas considérer que la Russie et d'autres puissances impérialistes ne sont pas des dangers. Je veux dire, bon, la Russie a violé la frontière de l'Ukraine et l'a envahie, donc il ne faut pas être naïf non plus. Mais par contre, encore une fois, on n'a pas... La seule chose qui a changé depuis 2 semaines par rapport aux 2 dernières années du conflit en Ukraine, c'est que Trump a changé enfin, il y a un reversement d'allégeance, on va dire, à côté de Washington. Évidemment, ça rend le monde plus incertain et plus inquiétant. Et ça ne veut pas dire qu'il faut, encore une fois, on peut très bien avoir ce débat sur être autonome en termes de défense parce qu'on a trop longtemps dépendu des Américains. Ça, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on est en guerre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir ce débat sur la défense, mais ce débat-là, il doit être avec toutes les options sur la table. Et là, on n'est pas à la course à la réduction de notre modèle social au nom de l'effort de guerre. Et puis en plus, l'équation est quand même de l'ordre du chantage le plus dégueulasse, c'est-à-dire en gros, ouais, vous allez travailler plus, mais vous voulez être en sécurité, les gars, quand même. Vous voulez pas, enfin, vous avez écouté, je crois que c'est Nicolas Bouzou qui disait ça sur LCI. Vous voulez pas prendre une bombe sur la tête, alors vous pouvez bien travailler un peu plus quand même. Voilà, c'est ça l'équation qui est posée.